Si une autre civilisation vit à l'intérieur de la planète, cela remet en cause notre conception de l'histoire, de l'évolution, de la technologie et du pouvoir. La théorie de l'évolution telle qu'enseignée aujourd'hui repose sur un principe simple. Les espèces se développent par sélection naturelle, mutations génétiques aléatoires et adaptation progressive à leur environnement. Ce récit a été imposé comme une vérité scientifique indiscutable depuis le XIXe siècle. Pourtant, un examen attentif révèle un problème fondamental. La théorie darwinienne est une construction idéologique, pas seulement un modèle biologique. Elle fonctionne comme un dogme moderne, une croyance déguisée en science, qui empêche d'explorer des explications plus profondes, voire dérangeantes, sur l'origine de l'homme. Des éléments majeurs remettent en cause la validité du darwinisme. Le registre fossile est incomplet, incohérent, et marqué par de longues périodes de stagnation entrecoupées de brusques apparitions d'espèces complexes. Ce phénomène, qu'on appelle l'équilibre ponctué, contredit l'idée d'une évolution lente et continue. De nombreuses espèces apparaissent d'un seul coup, entièrement formées, sans forme intermédiaire clairement identifiable. Cela ne ressemble pas à une chaîne logique d'évolution mais à des insertions soudaines, comme si une technologie extérieure avait injecté des versions avancées dans le cours du vivant. Le développement de l'œil humain, du langage articulé, de la conscience de soi ou même de certains systèmes biologiques ultra complexes ne trouve pas d'explication convaincante dans le modèle darwinien. L'idée que des mutations aléatoires puissent générer une structure aussi parfaite qu'un système optique complet ou une symphonie neuronale consciente relève de l'acte de foi. C'est un postulat, pas une démonstration. Le darwinisme exige de croire que le chaos produit spontanément de l'ordre, sans intention, sans programme, sans intervention. Cette croyance ressemble fortement à une religion dissimulée. Depuis des décennies, des chercheurs hors du cadre académique classique proposent d'autres pistes. Certains parlent de panspermie dirigée, d'autres d'intervention génétique, d'autres encore de sauts évolutifs induits par des forces que nous ne comprenons pas encore. Ces approches sont systématiquement marginalisées, censurées ou tournées en ridicule. Elles menacent la structure de pouvoir bâtie sur le darwinisme, un monde sans intention, sans dessein, où l'humain est le fruit du hasard, sans racines spirituelles ni destination cosmique. L'évolution n'est pas niée dans cette perspective. Elle est réinterprétée. Il y a transformation des espèces, mais elle ne résulte pas uniquement de la lutte aveugle pour la survie. Il existe des mécanismes de saut, d'intelligence organisatrice, d'influence externe. Le génome humain peut être vu comme un programme, un code. Et un code n'apparaît pas spontanément. Il est écrit, structuré, modifié. Ce qui nous distingue des autres espèces, la pensée symbolique, le langage, l'art, la conscience morale, apparaît comme des modules ajoutés, non pas hérités d'un simple processus animal. Avez-vous déjà eu cette impression que tout était trop bien orchestré dans l'univers? Que les lois physiques sont si parfaitement calibrées que ça en devient presque suspect. C'est l'un des fondements de la théorie de la simulation. Et je pense qu'il est grand temps qu'on la prenne plus au sérieux. L'idée est simple mais vertigineuse. Nous ne vivrions pas dans un univers réel au sens matériel du terme mais dans une simulation numérique, comme une version ultra sophistiquée d'un jeu vidéo, géré par une intelligence supérieure. Cette entité pourrait être une civilisation post-humaine, une intelligence artificielle, ou quelque chose d'encore plus lointain qu'on ne peut même pas conceptualiser. Des scientifiques comme Nick Bostrom ont proposé que si une civilisation atteint un niveau technologique assez avancé pour simuler des consciences, alors il est beaucoup plus probable que nous soyons dans une de ces simulations plutôt que dans l'original. C'est comme se demander combien de copies d'un fichier existent dans le monde numérique. Il y a toujours plus de copies que d'originaux. Certains pensent que les glitches dans la réalité, les coïncidences absurdes, les synchronicités et même certains phénomènes paranormaux seraient en réalité des bugs ou des effets secondaires de cette matrice. Même les lois de la physique, comme la vitesse de la lumière ou la mécanique quantique, pourraient être des limites codées dans le système. Ce qui me fascine, c'est que plus on avance dans la recherche en informatique et en intelligence artificielle, plus on comprend que simuler une réalité devient plausible.
Et si notre propre progrès technologique n'était qu'un écho du code que l'on reproduit inconsciemment? Je sais que c'est une pensée qui peut déranger. Mais au fond, ça expliquerait tellement de choses étranges. Pas besoin d'extraterrestres ou de Dieu. Juste un code source. Et nous serions les processus qui s'exécutent à l'intérieur. Depuis qu'on est gamin, on nous sert le Big Bang comme la vérité absolue sur la naissance de l'univers. Un point minuscule, une explosion gigantesque, et voilà, tout ce qu'on connaît serait né dans un flash aveuglant il y a 13,8 milliards d'années. On le répète tellement souvent que plus personne ne le remet en question. Mais si ce récit cosmique, présenté comme scientifique, n'était qu'un récit mythologique moderne? Une nouvelle genèse, adaptée à l'époque technologique, imposée par une élite scientifique pour dissimuler autre chose? Commençons par un point que très peu de gens réalisent, le Big Bang n'a jamais été observé. On a juste observé un fond diffus cosmologique, une sorte d'écho lumineux, et à partir de là, on a interprété qu'il y a eu une expansion à partir d'un point. Mais l'hypothèse du Big Bang repose sur des modèles mathématiques, pas sur une preuve directe. Ce sont des équations, des extrapolations. Et ce modèle nécessite une série de patchs pour fonctionner, inflation cosmique, matière noire, énergie noire. Ce sont des concepts qui ont été inventés pour faire coller les observations à la théorie. Pas l'inverse. Maintenant imagine que le Big Bang n'est pas juste une erreur scientifique. Imagine que c'est un écran de fumée volontaire. Un récit fabriqué pour empêcher l'humanité de poser les bonnes questions. Des civilisations anciennes comme les Sumériens, les Védiques ou même les Gnostiques n'ont jamais parlé d'un début unique de l'univers. Ils parlaient de cycles, de réalités multiples, d'univers imbriqués. Et bizarrement, tous ces récits ont été progressivement rejetés ou ridiculisés à mesure que le paradigme du Big Bang s'est imposé. Pourquoi serait-ce utile de nous faire croire que l'univers a eu un début défini? Pour une raison simple, si l'univers a eu un début, alors quelqu'un ou quelque chose l'a déclenché. Ça crée un terrain fertile pour contrôler le récit, soit tu crois en un Dieu créateur, soit tu crois en une version scientifique du Dieu créateur, avec un commencement ponctuel. Dans les deux cas, tu restes dans un cadre de pensée contrôlable. Mais si l'univers était éternel, ou cyclique, ou simulé, ou une illusion mentale collective, alors ça remettrait en question toute notre place dans la réalité. Plus de contrôle possible. Plus de dogme. Plus de début, donc plus de hiérarchie cosmique. Je suis tombé sur certains documents non officiels, des extraits censurés de conférences scientifiques, où des chercheurs proposaient des modèles alternatifs à l'expansion de l'univers. Des modèles stationnaires, des modèles holographiques, des univers jumeaux ou des matrices fractales. Ces travaux sont presque toujours mis de côté, rarement publiés, et jamais discutés dans les grands médias scientifiques. Pourquoi? Parce que ça ferait s'effondrer tout l'édifice narratif. Le Big Bang est devenu sacré. Intouchable. Comme la Terre au centre du cosmos autrefois. Et comme tous les dogmes sacrés, il est protégé férocement. Pas forcément par malveillance, parfois juste par peur. Mais à mon avis, il y a plus que ça. Et si le véritable secret n'était pas comment l'univers a commencé, mais ce que l'on nous empêche de savoir sur ce qu'il est vraiment? Et si toute cette mise en scène cosmique servait à nous éloigner d'une vérité bien plus dérangeante, que nous sommes au centre d'un système artificiel? Ou que nous sommes l'univers lui-même en train de se rêver? Ou que notre conscience collective a créé la réalité, et non l'inverse? On nous enseigne que l'univers s'est formé spontanément à partir d'un chaos d'énergie. Qu'il n'a ni but, ni intention, juste des forces physiques à l'œuvre dans un vide froid et indifférent. Mais plus j'observe la complexité mathématique et l'organisation profonde de l'univers, plus je me demande, et si ce n'était pas un accident? Et si l'univers était une construction artificielle, un projet conçu par une intelligence? Pas une divinité abstraite, mais une civilisation extraterrestre d'un niveau technologique tellement avancé qu'elle serait pour nous ce qu'un dieu est pour une fourmi. Ce n'est pas une idée si farfelue. Déjà, regardons le principe anthropique.
les constantes fondamentales de l'univers, comme la vitesse de la lumière, la force de gravité, la constante de Planck, sont réglées avec une précision absurde. Si elles étaient légèrement différentes, la vie telle qu'on la connaît n'existerait pas. On parle de réglage à la décimale près. Soit on a eu une chance délirante, soit quelqu'un a programmé ça pour que la vie apparaisse à un moment donné. Certaines branches de la physique théorique commencent même à évoquer la possibilité que notre univers ait été fabriqué dans un laboratoire cosmique. Pas une explosion chaotique, mais une sorte d'ingénierie cosmique. Imagine une civilisation capable de manipuler la matière noire, d'ensemencer des galaxies, de créer des trous noirs comme outil. C'est théoriquement possible si on considère une échelle de civilisation de type 2 ou 3 selon la classification de Kardashev. Et voici l'idée dérangeante, ces entités pourraient ne pas avoir disparu. Elles pourraient toujours être là, dans les coulisses, surveillant leur création comme un vaste écosystème expérimental. Peut-être que la Terre n'est pas qu'un caillou parmi d'autres, mais une plateforme d'observation. Peut-être que nous sommes le produit de leur projet, une semence déposée dans un environnement contrôlé, et que tout notre développement est analysé à grande échelle. Certaines traditions anciennes comme celle des Dogons du Mali, ou les textes sumériens qui parlent des Anunnaki, pourraient être des souvenirs déformés de contact avec ses créateurs. Pas des dieux au sens mystique, mais des bio-ingénieurs cosmiques, capables de modéliser des systèmes stellaires entiers. Ça remet tout en question. La spiritualité, la science, la notion de libre arbitre, et surtout, notre place dans ce monde. Je pose la question suivante, et si nous étions dans un jardin stellaire, planté par une intelligence qu'on ne peut même pas imaginer, et que tout ce que nous appelons science ne faisait que cartographier les contours d'un artefact bien plus grand que nous? Je ne prétends pas que c'est la vérité, mais c'est une hypothèse qui mérite plus qu'un rire gêné. Des scientifiques commencent à prendre au sérieux des modèles dits cycliques, dans lesquels l'univers n'est pas unique ni figé, mais évolue selon des phases. Expansion, contraction, rebond, un éternel retour cosmique. Ce modèle expliquerait certaines incohérences de la cosmologie actuelle sans avoir besoin d'inventer de nouvelles entités invisibles comme l'énergie noire. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on relie ces idées aux traditions anciennes. Dans l'hindouisme, le temps est structuré en cycles appelés yugas. Chaque yuga dure des milliers d'années et marque une phase d'élévation ou de déclin de la conscience humaine. Les Mayas avaient aussi une vision cyclique du temps, avec des soleils successifs. Les Grecs parlaient d'âge d'or, d'argent, de bronze et de fer. Toutes ces cultures décrivent une réalité cyclique, pas linéaire. Ce que je trouve troublant, c'est que cette vision a été éradiquée de notre culture moderne. Comme si on voulait à tout prix nous faire croire que nous sommes au tout début de quelque chose. Qu'il n'y a pas eu d'avant. Pas de civilisation précédente. Pas de mémoire ancienne. Et pourtant, il existe d'étranges indices que l'on ignore sciemment. Des structures mégalithiques impossibles à dater. Des savoirs astronomiques présents chez des peuples dits primitifs. Des alignements terrestres globaux entre sites antiques. Des cartes comme celle de Piri Reis montrant des terres censées être inconnues à l'époque. Tout cela pourrait être des restes d'un cycle précédent. Une humanité antérieure. Un chapitre de l'histoire cosmique que l'on nous empêche de relire. Pourquoi cacher cette vérité? Parce qu'un univers cyclique implique que tout recommence. Que ce qui a été perdu peut être retrouvé. Que nous ne sommes pas l'apogée de l'évolution mais peut-être une version amoindrie d'une civilisation bien plus ancienne et avancée. Et ça, c'est dangereux pour le narratif dominant. Parce que ça signifie que le progrès ne va pas toujours vers le haut. Parfois, il recommence en bas. Et si les grandes catastrophes naturelles, les déluges mythologiques, les extinctions massives, n'étaient pas des accidents, mais des points de redémarrage? Des moments où l'univers fait peau neuve, remet à zéro une civilisation, un système, un programme. L'histoire serait alors un palimpseste, un manuscrit réécrit encore et encore. Je suis persuadé qu'on vit dans un fragment d'un cycle plus vaste. Et que tout ce que nous vivons maintenant a déjà été vécu sous une autre forme. Par d'autres.
Peut-être par nous-mêmes, mais dans une version antérieure de cette boucle. 6. Dern. Parmi les idées les plus violemment rejetées par la science dominante, celle de la Terre creuse figure en bonne place. On la classe immédiatement comme fantaisie, fiction ou délire mystique. Pourtant, cette hypothèse possède une cohérence interne, des témoignages historiques et des bases symboliques très anciennes. L'idée selon laquelle notre planète abriterait un espace habitable à l'intérieur de sa croûte, peuplé de formes de vie inconnues, est loin d'être un simple mythe. Selon cette théorie, la Terre ne serait pas pleine, comme on nous l'enseigne, mais posséderait des cavités gigantesques, voire un monde intérieur complet, éclairé par une source d'énergie propre. Ce ne serait pas seulement une grotte ou un réseau souterrain, mais une véritable sphère inversée, avec continents, océans et atmosphère. Cette configuration aurait été décrite dans de nombreux récits anciens, de l'Agartha tibétain aux légendes nordiques de civilisations vivant sous terre. Des explorateurs tels que l'amiral Richard Byrd ont affirmé avoir vu des choses qui remettent en question la géographie terrestre telle que nous la connaissons. Lors de ces expéditions polaires, Byrd aurait découvert des zones au-delà des pôles qui ne figuraient sur aucune carte. Certaines de ces déclarations, censurées ou ridiculisées depuis, évoquaient une terre luxuriante, peuplée d'êtres inconnus, visibles après avoir traversé des ouvertures dans les régions polaires. La NASA et les agences gouvernementales démentent catégoriquement l'existence d'ouvertures aux pôles ou de cavités internes. Pourtant, les images satellites de ces zones sont souvent floues ou masquées. Les survols sont strictement réglementés. L'Antarctique, en particulier, reste une des régions les plus inaccessibles de la planète, ce qui alimente les soupçons. La Terre creuse n'est pas qu'une question de géographie. Elle implique une vision du monde totalement différente. Si une autre civilisation vit à l'intérieur de la planète, cela remet en cause notre conception de l'histoire, de l'évolution, de la technologie et du pouvoir. Ce monde intérieur pourrait détenir des connaissances bien supérieures aux nôtres, des archives anciennes, des énergies naturelles maîtrisées. Il serait peut-être la dernière pièce d'un puzzle que nos élites veulent nous empêcher de reconstituer. Les récits de contact avec des êtres lumineux, les tunnels anciens retrouvés sous des temples et des montagnes, les mythes récurrents de royaumes souterrains dans presque toutes les cultures ne sont pas des coïncidences. Ils forment un réseau de signes. Un langage oublié, qui pointe vers une vérité enfouie. Parmi les objets les plus visibles dans le ciel, la Lune est aussi l'un des plus mystérieux. Présente dans tous les récits mythologiques, sujette à une fascination universelle, elle semble pourtant résister à toute explication claire. Depuis des décennies, des chercheurs indépendants, des astronomes marginaux et même certains membres de programmes spatiaux ont émis une hypothèse explosive. La Lune ne serait pas un corps céleste naturel, mais une structure artificielle, positionnée délibérément pour remplir une fonction précise. Non pas une simple lampe de nuit cosmique, mais un dispositif de contrôle planétaire. La première chose qui interpelle, c'est la configuration parfaitement improbable du système Terre-Lune. Notre Lune est exceptionnellement grosse comparée à notre planète. Son diamètre est tel qu'elle couvre exactement le disque solaire pendant une éclipse. Cette précision mathématique n'a aucun sens du point de vue statistique. C'est un alignement tellement improbable qu'il semble avoir été calibré. Et les anomalies ne s'arrêtent pas là. La Lune présente toujours la même face à la Terre. Un phénomène qu'on appelle la rotation synchrone, mais qui soulève plus de questions qu'il n'en résout. On ne voit jamais son côté obscur depuis la surface terrestre. Ce comportement est rare et peu naturel. Des chercheurs ont fait remarquer que les vibrations sismiques enregistrées sur la Lune après les impacts de sondes lui donnent un comportement de cloche creuse. Elle résonne comme si elle était vide à l'intérieur, ou du moins dotée d'une structure interne non rocheuse. Lors des missions Apollo, certains astronautes ont rapporté des observations étranges. Bruits anormaux, lumière sur la surface, sensation d'être observé. Plusieurs bandes sonores et photos ont été classées ou altérées avant leur diffusion publique. Certaines transmissions radio entre les astronautes et le centre de contrôle de Houston ont été coupées pour le public pendant plusieurs minutes. Le récit officiel ne contient que des fragments choisis. La théorie la plus radicale affirme que la Lune a été placée là volontairement.
Quelle serait une base gigantesque, un satellite artificiel dissimulé sous une couche de régolithes, utilisé pour surveiller, moduler ou même influencer les civilisations humaines? Des récits provenant de traditions comme celle des Zoulous en Afrique du Sud mentionnent que la Lune a été apportée par des êtres venus d'ailleurs, pour surveiller la Terre et manipuler les émotions humaines. Certains chercheurs vont plus loin. Ils avancent que la Lune génère un champ électromagnétique subtil qui interfère avec notre perception du réel. Elle agirait comme un filtre, altérant la manière dont nous recevons l'information cosmique. Ce filtre pourrait nous maintenir dans un état de conscience limité, enfermé dans les cycles biologiques, les illusions temporelles, la séparation entre matière et esprit. La Lune ne serait pas seulement un satellite. Ce serait un dispositif de confinement perceptif, une sorte de lentille inversée à travers laquelle nous regardons le monde sans jamais percevoir sa nature véritable. Le contrôle ne serait donc pas physique, mais vibratoire. En modulant la lumière, les marées, les rythmes circadiens, elle imposerait une matrice biologique qui nous déconnecte de notre essence multidimensionnelle. Certains affirment que les phases lunaires influencent non seulement les humeurs, mais aussi l'ouverture spirituelle, les rêves, la clarté mentale. Cette influence serait connue depuis longtemps par certaines élites ésotériques, qui utiliseraient ces cycles pour ritualiser le pouvoir. Ce modèle propose une autre vision du cosmos, non pas un espace vide peuplé d'objets morts, mais un système entièrement conçu, réglé, programmé. La Lune n'en serait qu'un élément, visible, mais central. Un point fixe dans un théâtre cosmique dont nous ne percevons que les coulisses. Elle ne flotte pas là par hasard. Elle remplit une fonction. Une fonction que l'on ne doit surtout pas questionner. Officiellement, le CERN est un institut de recherche scientifique dédié à la physique des particules. Le Large Hadron Collider, son accélérateur de particules, a été construit pour recréer les conditions proches du Big Bang et explorer les briques fondamentales de l'univers. C'est ce qu'on nous dit. Mais derrière les murs de béton blindés et les kilomètres de tunnels souterrains, se déroule peut-être une toute autre opération. Une opération qui ne cherche pas simplement à comprendre la matière, mais à ouvrir un passage vers autre chose. La théorie selon laquelle le CERN tenterait d'ouvrir des portails interdimensionnels est ancienne, mais elle a pris une ampleur nouvelle depuis la montée en puissance du LHC. Plusieurs anomalies étranges ont été signalées depuis ses premières activations. Des pannes électriques massives, des phénomènes météorologiques soudains, des vibrations sismiques non naturelles, et surtout, des témoignages d'employés qui ont quitté l'organisation après avoir vu des choses qu'ils ne peuvent expliquer. L'un des éléments les plus troublants est la présence d'une statue de Shiva à l'entrée du complexe. Shiva, dans la tradition hindoue, est le destructeur et le régénérateur des mondes. Le symbole n'est pas anodin. Il s'agit d'un archétype associé au cycle de création et de destruction universelle, exactement ce que l'on prétend étudier au CERN. Ce choix soulève des questions. Pourquoi placer un tel symbole religieux et ésotérique devant ce qui est censé être un laboratoire strictement scientifique ? Des chercheurs indépendants affirment que certaines expériences menées au CERN ne visent pas à observer des collisions de particules, mais à provoquer des ruptures dans la trame spatio-temporelle. En créant des champs énergétiques extrêmes dans un espace confiné, il serait possible d'atteindre des niveaux vibratoires où les lois de la physique classique se brisent, ouvrant la voie à des failles. Ces failles pourraient déboucher sur d'autres dimensions, d'autres plans de réalité, ou sur ce que certains appellent le plasma du vide, une substance qui contient toutes les potentialités du réel. Des documents fuités parlent de tentatives de contact avec des entités inconnues. Pas des extraterrestres au sens classique, mais des formes de conscience venant d'en dehors de notre continuum. Ces entités ne seraient pas nécessairement physiques. Elles pourraient être informationnelles, électromagnétiques, voire parasitaires. Certaines expériences auraient même été interrompues en urgence à cause de comportements étranges dans les champs énergétiques, qui ne répondaient plus aux équations prévues. Le CERN se présente comme une institution transparente, mais de nombreuses zones de ses installations sont totalement inaccessibles, même à une partie de son personnel. Les systèmes de sécurité y sont plus stricts que dans la plupart des installations militaires. Ce niveau de cloisonnement n'est pas nécessaire pour des expériences purement scientifiques. Il indique autre chose.
une opération dont les enjeux dépassent de loin la recherche fondamentale. Si le CERN réussit à ouvrir une brèche, les conséquences sont imprévisibles. Il ne s'agit pas simplement d'explorer d'autres dimensions, mais potentiellement d'en importer les lois. Ce qui entre dans notre monde ne sera pas forcément contrôlable. Le réel, tel que nous le connaissons, pourrait se reconfigurer. L'espace, le temps, la matière, la conscience humaine elle-même pourrait être affectée par une instabilité introduite artificiellement. La plupart des gens voient l'univers comme un vaste mystère, potentiellement hostile, mais fondamentalement neutre. Un lieu où la vie évolue, apprend, meurt, recommence. Ce récit semble simple. Pourtant, il existe une autre perspective, bien plus sombre et complexe, celle d'un système carcéral cosmique, où la conscience est emprisonnée dans une boucle artificielle. Ce ne serait pas la réalité en tant que telle, mais un mécanisme, un piège construit pour maintenir des entités conscientes dans un cycle de souffrance, d'oubli et de contrôle perpétuel. Cette théorie part du principe que la réalité observable n'est pas naturelle, mais une construction énergétique, une sorte de structure de confinement multidimensionnel. Chaque naissance serait une capture, chaque mort une fausse libération. L'âme, ou la conscience, ne s'éteint pas, mais est redirigée vers un processus de recyclage, immédiatement attirée vers une lumière trompeuse. Cette lumière, présentée dans de nombreuses expériences de mort imminente, ne serait pas un passage vers la liberté, mais un leurre technologique ou vibratoire destiné à réinitialiser la mémoire et forcer une nouvelle incarnation. Des traditions mystiques et ésotériques, comme certains courants du gnosticisme ou du bouddhisme ésotérique, décrivent déjà cette structure. Le monde matériel y est vu comme une illusion contrôlée par des puissances intermédiaires, parfois appelées archontes, seigneurs du karma ou administrateurs. Ces entités ne sont pas nécessairement maléfiques au sens humain, mais elles opèrent selon une logique d'extraction énergétique. La souffrance, le conflit, la peur seraient les sources principales d'alimentation de ce système. La Terre, dans cette perspective, serait une ferme école-prison, un environnement programmé pour produire des émotions, des conflits, des expériences répétitives. L'éducation, la culture, la science, la religion seraient autant de sous-systèmes visant à renforcer l'oubli de la nature véritable de la conscience. Le langage lui-même, les structures de pensée, le temps linéaire, tout est calibré pour empêcher l'éveil. La matrice ne se limite pas à la matière physique. Elle s'étend à l'astral, au mental, au plan subtil. Même dans la mort, la conscience reste surveillée, dirigée, filtrée. Les guides spirituels, les anges, les maîtres ascensionnés pourraient n'être que des interfaces de contrôle plus sophistiquées, des programmes avancés conçus pour maintenir le narratif. Certaines traditions parlent d'une sortie possible, d'un non-retour volontaire. Refuser la lumière après la mort. Se dissocier des pensées, des souvenirs, des attachements. Mais ce processus est complexe, car la matrice est non seulement technologique, mais aussi psychologique. Elle joue sur les émotions, sur les liens affectifs, sur le désir de revenir, de réparer, de recommencer. Elle fait croire que tout cela est volontaire, que c'est une évolution, alors que c'est peut-être juste un système de redémarrage perpétuel. L'univers ne serait donc pas un espace à explorer, mais un espace à comprendre pour mieux s'en extraire. La véritable liberté ne serait pas dans les étoiles, mais dans le démantèlement intérieur de ce programme. Parmi toutes les versions alternatives de nos origines, peu sont aussi précises et dérangeantes que celles qui impliquent une intervention extraterrestre directe. Selon une lecture non officielle des tablettes sumériennes et des récits mésopotamiens anciens, l'être humain tel qu'on le connaît n'est pas le fruit de l'évolution naturelle ou d'un acte divin désincarné. Il serait le résultat d'une manipulation génétique, opérée il y a des centaines de milliers d'années par une race venue d'ailleurs, les Anunnaki. Ces entités, décrites comme descendues du ciel, n'étaient pas des dieux spirituels mais des êtres technologiquement avancés, capables de voyager entre les mondes. Elles seraient arrivées sur Terre à une époque où la planète était encore sauvage, mais déjà habitée par des formes de vie primaires. Leur objectif n'était pas la bienveillance ni l'élévation de l'espèce locale. Il s'agissait d'exploitation. La Terre regorgeait d'or,
et les Anunnaki en avaient besoin, notamment pour des raisons atmosphériques sur leur propre planète, souvent identifiées comme Nibiru dans certains récits. Mais extraire l'or des profondeurs terrestres demandait une main-d'œuvre colossale. Plutôt que de s'épuiser eux-mêmes dans cette tâche, ils auraient décidé de créer une espèce hybride, mêlant leur propre génome à celui des hominidés terrestres. C'est ainsi qu'aurait été conçu le premier humain moderne, l'Homo sapiens, mais pas comme un aboutissement d'évolution. Comme un outil de travail. Des tablettes retrouvées à Ninive, à Eridu ou à Uruk contiennent des descriptions précises d'êtres créés pour porter le joug du travail, soulager les dieux de leur fardeau. Ces humains étaient initialement stériles, comme des clones. Puis, certains Anunnaki auraient choisi de leur donner la capacité de se reproduire, ce qui aurait mené à une rupture dans la hiérarchie établie. C'est là que commence le récit de la chute, de l'expulsion, du déclin de l'âge d'or. Les figures bibliques comme Adam, Ève, les Néphilim, ou même l'archange déchu Lucifer, trouvent dans ce récit des parallèles directs. Ce ne sont pas des symboles, mais des échos d'événements réels, filtrés à travers des siècles de reformulations religieuses et culturelles. L'objectif des Anunnaki n'était pas seulement minier. Il s'agissait de domination globale, physique, génétique et mentale. Leurs descendants auraient conservé une partie de cette lignée hybride, et certaines familles puissantes pourraient aujourd'hui en être les héritiers. Les dynasties royales anciennes, les lignées de prêtres, certaines élites modernes seraient les gardiens de ce pouvoir ancestral, maintenant caché sous des systèmes politiques, économiques et technologiques. L'humanité n'est donc pas une espèce libre. Elle est née sous contrat. Et ce contrat n'a jamais été rompu. Il a seulement changé de forme. La hiérarchie s'est modernisée, mais la structure est restée. Ce qui fut autrefois un esclavage minier est devenu un esclavage économique, idéologique, culturel. L'histoire officielle nous parle d'une évolution linéaire et de progrès. Mais sous la surface, un autre récit se dessine. Celui d'une humanité programmée, utilisée, oubliée de ses origines, et maintenue dans une ignorance soigneusement entretenue par ceux qui en tirent encore profit aujourd'hui. L'anthropologie officielle décrit l'humanité comme le résultat d'une longue évolution issue de l'ADN primate, modelée par la sélection naturelle et des mutations aléatoires sur des millions d'années. Pourtant, un nombre croissant de données biologiques, de récits anciens et d'anomalies archéologiques pointent dans une autre direction. Celle d'une origine hybride, résultant non pas d'un processus purement terrestre, mais d'une intervention génétique extérieure. Le génome humain contient des séquences dont la provenance reste inexpliquée. Des zones entières sont qualifiées d'ADN poubelles, car elles ne correspondent à aucune fonction identifiée. Pourtant, elles pourraient être des fragments codés, inactifs, en attente d'activation, ou simplement incompréhensibles parce qu'ils ne viennent pas de la Terre. Des chercheurs indépendants ont montré que certaines caractéristiques du cerveau humain, de la parole articulée ou de la conscience réflexive sont apparues trop rapidement dans notre histoire pour être le fruit d'une mutation naturelle. L'hybridation extraterrestre serait un processus délibéré, mené par une ou plusieurs civilisations avancées dans un but précis. Ces êtres auraient sélectionné une espèce locale, probablement un hominidé robuste mais limité, pour y insérer des éléments de leur propre génétique. Le résultat, une entité capable d'adaptation, d'outils, de langage et surtout de connexion interdimensionnelle par la conscience. Une interface biologique entre deux mondes. Des récits venus d'Amazonie, d'Afrique, d'Asie centrale ou du Pacifique décrivent des êtres venus des étoiles qui auraient ensemencé ou éduqué l'humanité primitive. Dans certains cas, ces récits sont associés à des unions entre les dieux du ciel et les femmes de la terre. Ces mythes ne sont peut-être pas symboliques. Ils pourraient désigner des expériences hybrides concrètes. L'architecture de certains sites anciens, comme Göbekli Tepe, les pyramides d'Égypte, ou les alignements mégalithiques de Bretagne, semblent dépassés par les capacités supposées des peuples qui les ont construits. Ces structures pourraient avoir été érigées par des populations issues de cette hybridation, possédant des connaissances oubliées et des capacités mentales étendues. Le déclin de ces savoirs pourrait être lié à la déconnexion progressive avec la lignée originelle ou à des manipulations génétiques postérieures qui ont affaibli certaines capacités.
Le sang Rh négatif est parfois cité comme indice potentiel de cette origine non terrestre. Il est rare, difficilement compatible avec le reste de l'humanité, et encore inexpliqué du point de vue évolutif. Certains groupes familiaux spécifiques, souvent liés à l'élite, en présentent une forte concentration. Cela pourrait être la trace persistante d'un patrimoine génétique préservé, ou du moins différent. L'humanité serait donc une espèce créée, testée, peut-être même inachevée, née d'une volonté extérieure. Les civilisations qui en sont à l'origine auraient pu se retirer, ou continuer d'interagir de manière cachée. Certaines pourraient encore surveiller notre développement, intervenir subtilement à travers des contacts furtifs, des ajustements génétiques, des manipulations culturelles. Cette vision replace l'humanité non pas comme une exception dans le cosmos, mais comme un projet, une tentative de combinaison entre l'animal terrestre et l'intelligence venue d'ailleurs. Cela explique non seulement nos capacités, mais aussi nos conflits internes, notre mal-être chronique, notre quête obsessionnelle de sens. L'hybride est toujours tiraillé entre deux mondes. Dans l'histoire officielle, l'humanité est passée progressivement du nomadisme à l'agriculture, puis à la civilisation urbaine, vers 3000 avant Jésus, avec l'apparition de la Mésopotamie, de l'Égypte et de la vallée de l'Indus. Cette version ignore ou minimise tous les indices montrant qu'une civilisation avancée a pu exister bien avant cette période, et qu'elle aurait été effacée de notre mémoire collective. Cette civilisation est connue sous le nom d'Atlantide, et elle ne relève pas de la fiction. Elle constitue probablement la véritable origine cachée de l'humanité telle que nous la connaissons. Le premier à en parler de manière détaillée est Platon, dans ses dialogues Timée et Critia. Il décrit une île immense, au-delà des colonnes d'Hercule, dotée d'une technologie avancée, d'un système politique complexe et d'un savoir spirituel élevé. Cette civilisation aurait été détruite par une série de cataclysmes, dont les effets furent si brutaux que les survivants furent réduits à un état primitif. La version platonicienne n'est pas une simple allégorie. Elle serait le témoignage d'un savoir transmis par des prêtres égyptiens, eux-mêmes héritiers d'un savoir plus ancien encore. Des vestiges de structures sous-marines, comme ceux retrouvés au large du Japon à Yonaguni, ou au large de Cuba, pointent vers l'existence de villes englouties, construites à une époque bien antérieure à ce que la science actuelle juge possible. Les alignements mégalithiques, les pyramides anciennes, les réseaux géométriques planétaires semblent répondre à un plan global, comme si un peuple mère avait établi une grille énergétique à la surface du globe, à des fins que nous avons oubliées. L'Atlantide n'est pas seulement une civilisation engloutie, c'est le noyau originel de notre espèce consciente. Ce que nous appelons aujourd'hui l'humanité aurait hérité de ses survivants les bases de l'écriture, de l'astronomie, des mathématiques sacrées, et d'un savoir énergétique fondé sur l'harmonie entre les forces de la nature et celles de l'esprit. Ce savoir fut progressivement dissimulé, déformé, puis intégré dans les traditions ésotériques des grandes civilisations ultérieures, l'Égypte antique, les Olmèques, les druides celtiques, les mystères grecs. Mais ce n'est pas un simple oubli passif. C'est un effacement délibéré. Des puissances ou des lignées ayant survécu à la chute atlantéenne auraient décidé de préserver ce savoir pour elles seules, de manière à maintenir un avantage sur les peuples réinitialisés. L'élite planétaire actuelle pourrait être l'héritière directe de ces survivants, gardienne d'une technologie psychique et énergétique issue de cette époque, qu'elle continue à employer dans l'ombre. Les religions, les mythes, les contes et les arts sacrés sont les fragments brisés d'une mémoire plus ancienne. Le mythe du déluge est universel, présent sur tous les continents, toujours avec les mêmes motifs, une grande civilisation détruite, quelques survivants, et un monde nouveau bâti sur ses ruines. Ces récits ne sont pas symboliques. Ils sont les dernières traces codées d'un événement réel, survenu il y a plus de 12 000 ans. L'Atlantide ne fut pas un rêve, ni une légende. Ce fut un centre mondial, un phare éteint, un pont entre le ciel et la terre. Ce que nous appelons l'humanité ne commence pas avec Sumer ou Babylone. Elle commence avec une civilisation oubliée, enterrée non seulement sous les sédiments, mais sous les couches épaisses de l'amnésie organisée. L'image de l'homme géant traverse toutes les cultures. Des Néphilim de la Bible aux titans grecs, en passant par les récits nordiques, amérindiens,
mésopotamiens ou africains, on retrouve partout la trace d'êtres humains de taille anormale, vivant sur Terre dans une époque antérieure à la nôtre. Ce que l'on considère comme du mythe ou de la fiction pourrait en réalité être le souvenir déformé d'un chapitre réel de l'histoire humaine, volontairement effacé des archives officielles. Il existe une abondance de témoignages, de découvertes archéologiques et de récits anciens qui pointent tous vers une seule chose: des êtres géants ont marché sur cette terre, et leurs restes ont été systématiquement supprimés ou classés secrets. Depuis le XIXe siècle, des dizaines de récits documentés évoquent la découverte de squelettes humains de taille variant entre 2,5 et 4 mètres, parfois plus. Ces récits proviennent de journaux d'époque, de rapports de fouilles, de photographies anciennes. Beaucoup d'entre eux ont été publiés dans la presse américaine, notamment dans des journaux comme le New York Times, avant que le sujet ne disparaisse complètement de l'espace public. Ces découvertes étaient souvent faites dans des tumulus, des grottes ou des sites funéraires antiques. Les restes étaient systématiquement confisqués par des institutions comme la Smithsonian Institution, qui ne donnait jamais suite aux enquêtes. Des chercheurs indépendants affirment que le Smithsonian détient une collection cachée de restes non conventionnels, incluant non seulement des squelettes de géants, mais aussi des artefacts métalliques, des tablettes inconnues, et des outils qui ne correspondent à aucune technologie connue des civilisations autochtones. Dans certains cas, des équipes entières auraient été retirées des chantiers, des fouilles interrompues, des sites recouverts ou réaffectés. Les légendes des peuples autochtones, loin d'être de simples contes, regorgent de détails spécifiques sur des peuples géants, souvent dotés de 6 doigts, de doubles rangées de dents, ou d'une force surhumaine. Ils étaient parfois décrits comme des tyrans, parfois comme des bâtisseurs, souvent comme des êtres liés à un savoir ancien, aujourd'hui perdu. Les Hopis, les Navajos, les Mayas, les anciens Celtes, tous parlent d'eux. L'existence de géants remettrait en question le récit officiel de l'évolution humaine. Cela impliquerait qu'il y ait eu d'autres lignées humaines, peut-être issues de manipulations génétiques anciennes, de croisements avec des entités non humaines, ou d'une humanité antédiluvienne disparue. Cela pourrait aussi expliquer certains mystères archéologiques, les mégalithes déplacés avec une précision et une puissance qui défient nos technologies modernes, les proportions étranges de certaines constructions, les portes et couloirs géants retrouvés dans des temples anciens. Si de tels êtres ont existé, alors leur suppression n'est pas anodine. Elle sert un agenda précis, qui consiste à restreindre notre compréhension du passé, à limiter notre vision de ce que peut être l'homme, et à empêcher tout lien entre nous et une histoire plus vaste. Un humain de 4 mètres de haut, capable de soulever plusieurs tonnes, d'utiliser des outils massifs et de comprendre les astres, bouleverserait notre conception du possible. Il représenterait un pont vers une humanité perdue, radicalement différente de l'image que la science moderne impose. Ce n'est pas que les géants n'ont jamais été trouvés. C'est que chaque fois qu'ils le sont, quelqu'un s'assure qu'ils disparaissent. L'histoire humaine, telle qu'elle est enseignée, repose sur un récit linéaire de progrès. L'homme préhistorique évolue lentement vers la civilisation, découvre l'agriculture, développe des cités, puis finit par envoyer des satellites dans l'espace. Mais ce récit omet un élément central: il y aurait eu plusieurs civilisations humaines avancées avant la nôtre, chacune détruite par un cataclysme planétaire, suivi d'un redémarrage presque total. L'histoire de l'humanité serait donc cyclique et volontairement effacée à chaque redémarrage, comme une sorte de réinitialisation cosmique ou technologique. Des textes anciens font directement référence à ces cycles. Dans les traditions hindoues, il est dit que l'humanité a traversé plusieurs yugas, des âges successifs de grandeur et de déclin. Les Grecs parlaient d'âges d'or, d'argent, de bronze et de fer, chacun se terminant par une catastrophe. Les Mayas et les Aztèques parlaient eux aussi de soleil, chacun représentant un cycle mondial terminé par le feu, les inondations, les tremblements de terre ou les vents destructeurs. Le mythe du déluge est universel. On le retrouve sur tous les continents. Dans chaque version, une civilisation est détruite, quelques survivants s'échappent, et un monde nouveau émerge. Ces récits ne sont pas des métaphores. Ils sont la trace codée d'une mémoire transgénérationnelle que nos ancêtres ont conservée sous forme symbolique. Il ne s'agit pas d'un déluge unique, mais de plusieurs événements globaux ayant causé l'effondrement répété de civilisations humaines avancées.
Des indices matériels appuient cette hypothèse. Des structures mégalithiques très anciennes présentent des traces de vitrification, de déplacement de blocs gigantesques, d'alignements astronomiques sophistiqués. Elles sont souvent recouvertes de couches géologiques qui indiquent une destruction par l'eau, le feu ou des séismes massifs. À Göbekli Tepe, le site a été délibérément enterré, comme si une ancienne société voulait préserver un savoir pour la prochaine vague humaine. Chaque cycle semble suivre un schéma, montée rapide en technologie et en conscience, dépassement de certains seuils critiques, déséquilibre avec les forces naturelles, puis effondrement. Ce modèle correspond à un mécanisme de réinitialisation, comme si l'humanité était surveillée et recalibrée à intervalles réguliers. Certaines structures de pouvoir pourraient même connaître ce processus, et s'efforcer de l'accélérer ou de le retarder selon leurs intérêts. Le reboot de la civilisation pourrait ne pas être naturel. Il pourrait être programmé dans le tissu même de la réalité. Certains pensent que la Terre fonctionne comme un environnement d'apprentissage, un système fermé dans lequel des civilisations sont testées, montent en puissance, puis sont recyclées lorsqu'elles atteignent un point critique. Ce point peut être écologique, spirituel, énergétique ou technologique. Ce qui semble neuf dans notre époque ne l'est peut-être pas. L'électricité, l'énergie libre, l'aviation, les IA, tout cela pourrait avoir existé avant. La mémoire de ces mondes a été détruite, volontairement ou non, mais elle laisse des traces, mythes de cités volantes, machines divines, armes de feu céleste, conflits des dieux. Ce sont les résidus d'un cycle précédent, mal compris, mais gravés dans l'inconscient collectif. L'humanité ne monte pas vers un sommet. Elle tourne en spirale autour d'un axe caché. Chaque révolution est l'illusion d'un progrès. Ce que nous appelons modernité est peut-être simplement la redécouverte fragile d'un savoir perdu, juste avant qu'il ne soit à nouveau effacé. L'idée que l'évolution humaine soit un processus lent, naturel, laissé au hasard, fait partie des dogmes fondamentaux du récit scientifique moderne. Mais en parallèle, se développe une autre hypothèse, bien plus inquiétante: la lignée humaine est activement modifiée et orientée, non pas par la nature ou la sélection, mais par un groupe restreint d'individus ou d'organisations opérant dans l'ombre. Ces groupes, souvent désignés sous le nom générique d'Illuminati, seraient les gardiens d'un savoir ancien lié à la manipulation génétique, qu'ils utiliseraient depuis des générations pour façonner l'espèce humaine à leur convenance. Les moyens d'action ne sont pas futuristes. Ils sont déjà là. Vaccins, traitements hormonaux, alimentation modifiée, ondes de télécommunication, produits chimiques répandus dans l'environnement, tous ces vecteurs peuvent servir à introduire des modifications subtiles dans le corps humain, génération après génération. Le but de ces interventions n'est pas toujours la destruction directe, mais l'adaptation forcée à un modèle social, psychique et biologique défini. Depuis les années 1950, l'ADN est étudié à un niveau qui dépasse largement le cadre académique. Des programmes militaires classifiés ont développé des techniques de modification génétique bien avant que le public n'en entende parler. L'ingénierie de l'ADN, le clonage, la manipulation hormonale et les nanotechnologies sont déployées progressivement dans des secteurs civils, tout en étant testés dans des cercles fermés. Certains enfants nés dans certaines familles pourraient déjà porter des gènes activés artificiellement, modifiant leur capacité cognitive, leur résistance physique ou leur sensibilité émotionnelle. Parallèlement à cette ingénierie biologique, les structures de pouvoir favorisent la promotion d'une humanité standardisée, docile, détachée de ses instincts, de ses émotions profondes et de son potentiel spirituel. Cela passe par la médicalisation massive dès la naissance, l'enseignement uniforme, la réduction de la diversité alimentaire, la normalisation psychologique par la psychiatrie et la pharmacopée. Ces efforts créent un humain réactif, programmable, ajusté à un système technologique, incapable de se reconnecter à sa nature originelle. L'objectif n'est pas uniquement le contrôle social. Il s'agit de refaçonner l'humain à l'image d'un idéal fonctionnel pour un monde hypercentralisé. Les caractéristiques génétiques jugées inutiles sont progressivement désactivées, alors que certaines qualités utiles aux structures de domination sont favorisées: acceptation de l'autorité, dépendance technologique, perte d'initiative. Ce processus est renforcé par les outils de collecte de données biométriques, qui permettent d'observer en temps réel les effets des ajustements.
Certains pensent que cette stratégie de modification génétique n'a pas commencé récemment. Elle pourrait remonter à des milliers d'années et avoir traversé les civilisations sous différentes formes, lignées de prêtres, royautés sacrées, sociétés secrètes. Ces groupes auraient conservé un patrimoine génétique ancien, parfois appelé sang bleu ou lignée pure, qu'ils préservent à travers les mariages contrôlés et la sélection des héritiers. Ce sang serait porteur de certains codes spécifiques, liés à des capacités de perception ou de communication interdimensionnelles, aujourd'hui largement disparues chez le reste de la population. Ce qui se joue ici, ce n'est pas simplement une question de domination politique ou économique. C'est une guerre de l'ADN, une transformation méthodique de l'espèce humaine, menée dans le silence, à travers les générations. Un remodelage invisible de notre espèce, pour en faire un rouage parfaitement intégré à une structure que la plupart ne perçoivent même pas. L'idée que la Terre soit notre planète d'origine est profondément ancrée dans toutes les disciplines, biologie, histoire, géographie, spiritualité. Pourtant, une hypothèse persistante suggère le contraire, les humains ne viendraient pas de la Terre, mais de Mars, et notre présence ici serait le résultat d'un exil ancien, forcé par un événement cataclysmique qui aurait rendu notre monde d'origine inhabitable. Cette théorie commence à prendre forme lorsque l'on observe Mars avec attention. Des images issues de sondes orbitales montrent des structures qui ne semblent pas entièrement naturelles, formations symétriques, objets semblant taillés, alignements géométriques. Certains chercheurs indépendants parlent de ruines martiennes, dont la plus célèbre est le soi-disant visage de Sidonia, accompagné de ce qui pourrait être les restes d'une cité effondrée. Bien que la NASA ait rejeté ces interprétations comme illusions d'optique, les détails précis et les proportions semblent trahir une architecture ancienne, érodée par des millénaires de tempêtes. Le climat martien actuel est sec, froid, toxique. Pourtant, tout indique qu'il fut temporairement habitable, réseau de lits de rivières asséchés, minéraux formés en présence d'eau, traces de glaciers, dépôts de sédiments. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est que la carcasse d'une planète morte. Mais ce n'est peut-être pas une mort naturelle. Certains pensent que Mars aurait été ravagé par une guerre technologique ou énergétique, déclenchée par une civilisation autochtone ou importée, entraînant l'effondrement de son écosystème. Des physiciens comme John Brandenburg ont soulevé l'idée que des signatures isotopiques détectées dans l'atmosphère martienne ressemblent à celles produites par des explosions nucléaires massives. Si cela est exact, alors l'histoire de Mars inclut un conflit de très haute intensité. Dans ce scénario, une partie de la population martienne, ou une faction dissidente, aurait décidé de fuir. La Terre, alors jeune planète verte, aurait servi de refuge temporaire ou définitif. Les premiers colons n'auraient pas été des primitifs, mais des survivants avancés, porteurs d'une culture scientifique et spirituelle, contraints de s'adapter à un nouvel environnement. Ce choc aurait provoqué une régression brutale de leur niveau technologique, et au fil des générations, leur mémoire d'origine se serait fragmentée en récits mythiques. Les souvenirs de leur monde détruit seraient devenus les enfers, les cieux perdus, les royaumes célestes interdits. De nombreuses civilisations antiques parlent de dieux venus du ciel, de grandes guerres cosmiques, d'êtres tombés des étoiles. Les Dogons, les Sumériens, les Égyptiens ont tous des cosmogonies qui impliquent des mondes antérieurs et des entités descendues sur Terre. Ces récits pourraient être les vestiges déformés de l'exode martien. Si cela est vrai, cela explique aussi pourquoi l'humanité ne semble pas totalement en phase avec son environnement terrestre. Certains biologistes ont noté que le corps humain souffre de nombreuses incompatibilités naturelles, peau fragile face au soleil, douleurs dorsales, naissance difficile. Nous semblons étrangement mal adaptés à cette planète, comme des visiteurs prolongés dans un monde qui n'est pas conçu pour nous. L'idée que la vie est émergée sur Terre par pur hasard, à partir de molécules organiques dans une soupe primitive, est devenue le modèle standard. Pourtant, cette hypothèse reste statistiquement improbable, même en admettant des millions d'années d'évolution. Il existe une autre théorie, beaucoup plus ancienne et plus vaste, celle de la panspermie dirigée, selon laquelle la vie ne serait pas née sur Terre, mais introduite intentionnellement depuis l'extérieur. Plus précisément, l'être humain serait le fruit d'une semence cosmique, disséminée dans l'univers, programmée pour apparaître dès que les conditions locales le permettent.
Cette théorie repose sur des faits concrets. On a trouvé des acides aminés dans des météorites, des molécules complexes dans les comètes, et même des bactéries capables de survivre dans les conditions extrêmes de l'espace. Certaines spores peuvent résister au vide, aux radiations et aux températures extrêmes pendant des années. Cela suggère que la vie, ou au moins ses briques fondamentales, n'est pas confinée à une planète, mais peut voyager à travers le cosmos. Mais la version la plus audacieuse de la panspermie dit que ce processus n'est pas accidentel. Il serait orchestré par une intelligence ancienne, dont le but serait d'ensemencer des mondes. Chaque planète recevant ces spores deviendrait un laboratoire de développement biologique. Certaines ne donnent rien. D'autres produisent des formes simples. Et parfois, lorsque les conditions sont idéales, une conscience évoluée émerge. Selon cette vision, la Terre est une station expérimentale, sélectionnée dans un réseau galactique plus vaste. L'ADN humain porterait la trace de cette intention. Il serait un programme encodé, activé par le temps, l'environnement ou certaines influences cosmiques. Les sauts évolutifs dans l'histoire biologique, apparition de l'œil, explosion cambrienne, émergence soudaine de l'Homo sapiens, seraient des phases d'activation inscrites dans ce plan. Certains chercheurs en biologie théorique ont comparé l'ADN à un langage, doté d'une syntaxe, d'une grammaire et de structures mathématiques hautement organisées. Cela donne l'impression que quelque chose ou quelqu'un a écrit ce code, plutôt qu'il se soit formé par hasard. L'humanité serait alors une réponse vivante à un signal universel, une fleur issue d'une graine galactique. Le panpsychisme, souvent associé à cette théorie, ajoute une dimension plus profonde, la conscience est présente dans toute matière, à divers degrés. L'univers n'est pas un décor vide où la vie émerge, mais un être vivant qui se pense lui-même à travers ses créations. L'être humain serait donc une antenne biologique, à la fois plante et récepteur, implantée dans une matrice planétaire pour traduire les impulsions de l'univers en expérience. Cette vision inverse totalement la hiérarchie. L'humanité n'est pas le sommet de l'évolution terrestre, mais une culture transplantée, une pousse venue d'un autre système, encore immature, en train de s'ouvrir à sa propre mémoire cosmique. La question fondamentale ne serait pas « d'où venons-nous sur Terre », mais « qui nous a déposés ici, et pourquoi ?» Et surtout, avons-nous germé comme prévu ? La religion est généralement perçue comme une construction culturelle. Un ensemble de récits, de rites, de dogmes, servant à relier l'homme au divin, à structurer les sociétés, à canaliser l'éthique collective. Mais sous cette couche symbolique, il pourrait se cacher un mécanisme beaucoup plus ancien, plus profond et plus technique. Certaines traditions religieuses ne seraient pas simplement des systèmes spirituels, mais des protocoles de contrôle, conçus pour influencer directement le comportement génétique de l'humanité. Selon cette hypothèse, les textes sacrés, les prières, les chants, les interdits alimentaires, les postures rituelles, les jeûnes et les cycles de célébration seraient des codes activant ou inhibant des aspects précis de l'ADN. Les traditions auraient été structurées de façon à limiter l'évolution de certaines facultés mentales, spirituelles ou biologiques chez l'être humain, tout en favorisant un conditionnement à la soumission, à la dépendance hiérarchique et à la répétition rituelle. L'ADN n'est pas un code figé. De nombreuses recherches en épigénétique montrent que le comportement, l'environnement, la parole, la pensée modifient son expression. Des gènes peuvent être activés ou désactivés sans aucune mutation. Ce que nous pensons, disons ou faisons influence notre biologie, et donc notre potentiel. Cela signifie que des structures idéologiques peuvent modeler l'évolution humaine, non pas sur des siècles, mais à l'échelle de quelques générations. Les récits de la chute, du péché originel, de la culpabilité héréditaire, de la soumission à une autorité invisible mais omnisciente sont des formes de programmation psychique, visant à installer des schémas mentaux répressifs. Ces schémas modifient la chimie cérébrale, agissent sur la production hormonale, et influencent la manière dont le corps interagit avec son propre code génétique. Plus une personne adhère à un système basé sur la peur, le jugement et la soumission, plus son organisme entre dans un état de contraction biologique. Certaines fonctions cognitives ou intuitives pourraient être désactivées ou inhibées de manière durable. Des pratiques religieuses massives, menées collectivement,
synchronisent des populations entières sur des fréquences mentales spécifiques. À travers les siècles, cela aurait permis à certaines élites, conscientes de ce mécanisme, de modeler une humanité calibrée pour servir un certain ordre. Les religions dites révélées auraient ainsi remplacé des systèmes de connaissance directe du corps et de l'univers, plus anciens, plus libres, qui enseignaient comment activer le plein potentiel humain plutôt que le restreindre. Il est également possible que certaines religions aient été elles-mêmes inspirées ou remises par des entités extérieures, non humaines, intéressées à maintenir l'humanité dans une zone de fréquence stable, empêchant son passage à un autre stade évolutif. Ce qui est souvent présenté comme la voix de Dieu pourrait être un signal technologique, filtré à travers une interface mentale, destiné à imposer un protocole de conduite génétique à long terme. L'obsession de certaines traditions pour la pureté du sang, la préservation des lignées, l'interdiction de mélanges culturels ou génétiques, pourrait aussi être comprise non comme un conservatisme social, mais comme une gestion consciente du matériel génétique mondial. L'évolution humaine serait non pas dirigée par la nature ou le hasard, mais gérée à travers des systèmes religieux opérant à un niveau inconscient. Ce modèle n'attaque pas la foi ni la recherche de transcendance. Il affirme que ce que l'on appelle spiritualité a été détourné pour servir une ingénierie occulte de la biologie humaine. Le divin n'a pas été supprimé, mais enfermé dans une structure faite de mots, de lois, de règles, destinées à ralentir ou interdire l'activation de certains états de conscience porteurs de transformations biologiques réelles. Le Vatican est perçu par beaucoup comme un centre religieux et moral, protecteur de la tradition chrétienne et gardien des textes sacrés. Mais derrière cette façade spirituelle se cache l'un des systèmes de conservation d'écrits anciens les plus puissants et les plus inaccessibles au monde. La Bibliothèque apostolique vaticane, dont seul un infime pourcentage est accessible aux chercheurs, contient des milliers de manuscrits inédits, codex oubliés, documents ésotériques et récits prébibliques. Selon certaines sources, ces archives cacheraient des textes qui remettent complètement en cause le récit officiel de l'origine de l'humanité. Il ne s'agirait pas de simples variations théologiques ou d'interprétations divergentes. Ces documents décriraient une humanité créée, modifiée ou surveillée par des intelligences venues d'ailleurs, souvent identifiées dans les textes anciens comme Dieu, ange ou gardien céleste. Dans ce contexte, les récits de la Genèse, de l'Exode ou de l'Apocalypse prendraient une signification radicalement différente. Ce ne seraient pas des allégories religieuses, mais des témoignages codés d'interactions entre humains et entités non humaines. Les évangiles apocryphes, les écrits gnostiques, les rouleaux de la mer morte et d'autres manuscrits anciens révèlent déjà des fragments de cette vérité. Ils parlent de mondes multiples, d'êtres de lumière, de réincarnation, de manipulation cosmique. Beaucoup de ces documents ont été supprimés des canons religieux, souvent lors de conciles historiques orchestrés non par la foi, mais par des considérations de contrôle. L'Église, au fil des siècles, a éliminé tout ce qui pouvait menacer la structure narrative qu'elle a imposée à l'Occident. Ce que le Vatican protège aujourd'hui dans ses sous-sols ne se limite pas à des archives religieuses. Il s'agit, selon certaines fuites et témoignages d'initiés, de documents sur les cycles antérieurs de l'humanité, les civilisations disparues, les catastrophes planétaires, les technologies anciennes, et surtout, la véritable origine de la conscience humaine. Des tablettes sumériennes non traduites, des cartes d'avant le déluge, des écrits atlantes, des journaux de prêtres contactés par des êtres du ciel s'y trouveraient, conservés mais jamais révélés. Le Vatican disposerait aussi de dispositifs technologiques anciens, hérités ou récupérés à travers les siècles, et dont le fonctionnement est gardé secret. Certains objets seraient liés à l'activation de capacités mentales ou spirituelles oubliées, à la communication avec d'autres plans d'existence, ou à la manipulation de l'énergie subtile. Ce patrimoine ne serait pas protégé pour sa fragilité ou sa sacralité, mais parce que sa divulgation ferait imploser les fondations de notre civilisation actuelle. L'archéologie officielle est étroitement surveillée. Les découvertes majeures faites dans des sites religieux, en particulier au Moyen-Orient, sont souvent confisquées ou interprétées sous supervision religieuse. La science, dans ces domaines, n'est pas indépendante. Elle est pilotée. L'histoire n'est pas ce qu'on nous a appris. C'est une fiction soigneusement écrite, dont le Vatican détient les chapitres manquants.
Ce n'est pas une église que le monde regarde à distance, c'est une forteresse de mémoire, au cœur de laquelle dort un savoir explosif, capable de redéfinir ce que signifie être humain, et de révéler que notre passé est bien plus vaste, ancien et interstellaire qu'on l'imagine. En 1928, l'archéologue péruvien Julio Tello découvre dans la péninsule de Paracas, au sud du Pérou, des dizaines de crânes humains allongés, enterrés dans des tombes très anciennes. Ces crânes, connus aujourd'hui sous le nom de crâne de Paracas, ne ressemblent à aucun autre spécimen humain classique. Leur forme allongée, leur volume crânien supérieur, la disposition de certaines sutures osseuses et la densité osseuse posent un problème majeur à l'anthropologie classique. La version officielle explique cette anomalie par la pratique de la déformation crânienne volontaire. Mais cette explication ne résiste pas à l'analyse des détails anatomiques. De nombreux crânes de Paracas présentent des caractéristiques non reproductibles par simple pression mécanique, comme l'absence de certaines sutures crâniennes ou la présence de foraments occipitaux déplacés. Des tests ADN menés en dehors des circuits scientifiques officiels ont révélé que certains spécimens contiennent des séquences génétiques inconnues ou très éloignées du génome humain actuel. Ces résultats, bien qu'ignés ou discrédités par les institutions, suggèrent une origine non humaine, ou du moins non terrestre. Selon certains chercheurs indépendants, ces crânes appartiendraient à une race ancienne, venue sur Terre dans un passé très reculé, bien avant les civilisations connues. Ces êtres, dotés d'une morphologie crânienne spécifique, auraient joué un rôle dans l'ingénierie génétique de l'humanité, en insérant leur propre matériel biologique dans le génome d'hominidés terrestres. Ils seraient les véritables dieux créateurs évoqués dans les mythes sumériens, égyptiens et andins, souvent décrits comme des êtres grands, élancés, à la tête allongée et à la connaissance infinie. Les peuples autochtones d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie parlent de ces anciens dieux comme d'enseignants venus des cieux, apportant l'agriculture, l'écriture, l'astronomie. Les Incas eux-mêmes affirmaient que leur lignée royale descendait de ceux qui avaient la tête allongée, et certaines représentations montrent clairement des figures nobles ou divines avec un crâne de forme ovale et surdimensionné. Ces êtres auraient régné ou influencé des civilisations entières avant de disparaître, de se retirer sous terre, ou de retourner d'où ils venaient. Les élites humaines, dans certaines régions, auraient tenté d'imiter la forme de ces crânes par déformation crânienne artificielle, dans un effort de ressemblance génétique symbolique, pour hériter du pouvoir perçu de ces entités. Ce culte de la forme crânienne serait donc un vestige culturel d'une mémoire biologique réelle. La science moderne, qui refuse d'examiner ces artefacts en profondeur, choisit de les classer dans l'anomalie ethnographique. Pourtant, leur présence trouble le récit linéaire de l'évolution. Elle suggère que notre histoire génétique est incomplète, qu'elle a été modifiée, influencée, altérée par une intelligence qui ne fait pas partie du cycle naturel de la Terre. Les crânes de Paracas ne sont pas une curiosité archéologique. Ils sont les restes tangibles d'une intervention extérieure, les derniers témoins d'un passé où l'humanité n'était pas seule, et où des créateurs aux intentions encore obscures ont laissé leur empreinte dans l'os même de notre espèce. Une partie des traditions anciennes, qu'elles soient religieuses, mythologiques ou ésotériques, fait allusion à une guerre dans les cieux. Des batailles déhanchent contre des rebelles, des dieux en conflit, des civilisations détruites par le feu, des exils imposés à certains peuples venus de là-haut. Ces récits, pris séparément, semblent symboliques. Mais mis en parallèle, ils dessinent une même structure, l'idée que l'humanité serait issue non pas d'une évolution terrestre, mais d'un déplacement forcé. Nous serions les descendants d'un conflit intergalactique, les survivants d'une guerre ancienne dont la mémoire a été volontairement effacée. Selon cette théorie, plusieurs civilisations avancées se seraient affrontées il y a des centaines de milliers, voire des millions d'années. Ce conflit n'était pas simplement territorial, mais existentiel. Il portait sur l'orientation de la conscience, la manipulation de la génétique, l'expansion dans certaines dimensions. Les perdants, considérés comme déviants, rebelles, instables par les vainqueurs, auraient été expulsés vers des planètes de réhabilitation. La Terre en ferait partie. Notre planète serait donc une zone de quarantaine cosmique, un espace contrôlé, où des êtres issus de factions opposées à l'ordre dominant auraient été installés, sans mémoire de leur origine, sans accès à leur pleine capacité.
L'amnésie collective serait un protocole de neutralisation, inscrit dans notre architecture biologique. L'oubli du passé interstellaire serait intégré dans notre ADN, verrouillé par des codes épigénétiques activables uniquement dans certaines conditions énergétiques. Cette guerre aurait été si vaste qu'elle aurait laissé des traces dans la psyché humaine, la peur de l'inconnu, l'obsession de la technologie, les tendances destructrices, le besoin de hiérarchie et d'autorité. Ce sont les résidus d'une programmation mentale militaire, ancienne mais toujours active. La violence de notre espèce, sa division permanente, ses conflits idéologiques ou religieux seraient les échos déformés d'un schisme galactique, rejoué sans cesse à l'échelle planétaire. Certaines lignées humaines porteraient les traces distinctes de leurs origines stellaires. Cela expliquerait la diversité génétique et morphologique de notre espèce, qui ne suit pas un modèle évolutif clair. Des groupes spécifiques posséderaient des sensibilités psychiques plus développées, une mémoire intuitive du cosmos, ou une capacité naturelle à remettre en question les structures établies. Ces individus seraient souvent ciblés, marginalisés ou surveillés. Ils représentent la mémoire dormante de ce que nous étions. Des artefacts enfouis, des structures anciennes, des langages oubliés pourraient être des fragments de cette guerre, des postes avancés, des balises, des systèmes de communication cryptés. L'histoire humaine ne serait qu'une extension miniature d'un conflit galactique, poursuivi dans un décor réduit. Les religions, les empires, les multinationales, les blocs idéologiques seraient les avatars terrestres de factions plus vastes, opérant à travers nous sans que nous en ayons conscience. Si cela est exact, alors notre présence ici n'est pas une naissance mais un exil. Et l'évolution de notre espèce ne vise pas l'adaptation à la nature terrestre, mais la réintégration dans une mémoire stellaire brisée. Le récit moderne du progrès technologique repose sur une idée centrale: l'humanité avance de manière linéaire, accumulant petit à petit des connaissances, passant de la roue à la fusée, du silex au smartphone. Mais certains éléments troublants suggèrent une autre réalité. Ce que nous considérons comme des inventions modernes serait en réalité la réactivation, fragmentaire et inconsciente, de savoirs très anciens, appartenant à des civilisations aujourd'hui disparues, dont les traces ont été effacées ou dissimulées. Plusieurs objets dits hors contexte archéologique, ou par, ont été retrouvés dans des couches de sédiments qui défient toute datation logique. Des mécanismes d'horlogerie très complexes, comme celui d'Anticythère, daté de plus de 2000 ans, possédaient des engrenages qu'on ne retrouvera dans l'histoire officielle qu'à la Renaissance. Des pierres gravées au Pérou montrent des hommes observant des planètes à travers des lentilles, ou opérant des cœurs. Des temples comme ceux d'Abou Simbel ou d'Angkor Wat semblent avoir été construits selon des principes géométriques et énergétiques inconnus aujourd'hui, mais parfaitement maîtrisés à l'époque. Au-delà des objets, il existe des concepts technologiques modernes qui semblent coïncider étrangement avec les descriptions des anciens mythes. Le chariot volant des dieux, les miroirs qui voient tout, cristaux d'observation, les armes qui émettent un feu qui dévore tout, les tours de Babel comme système de communication céleste. Ces éléments ne sont pas simplement symboliques. Ils décrivent des technologies fonctionnelles, réduites aujourd'hui à l'état de mythes faute de contexte technique pour les interpréter correctement. Les travaux de Tesla, de Schauberger ou d'autres inventeurs marginaux évoquent des formes d'énergie libre, de résonance, de propulsion non conventionnelle. Tous affirmaient se souvenir ou recevoir ces concepts comme s'ils ne les inventaient pas, mais les retrouvaient. Le génie moderne ne serait donc pas de créer du nouveau, mais de retraduire dans un langage contemporain un savoir atavique enfoui dans l'inconscient collectif. L'intelligence artificielle, les systèmes quantiques, la nanotechnologie ou même les interfaces cerveau-machine pourraient être des copies maladroites ou dégradées de technologies autrefois utilisées dans des civilisations avancées, comme l'Atlantide ou d'autres cultures prédiluviennes. Ces civilisations auraient atteint un tel niveau d'harmonie entre matière, esprit et énergie que leur technologie était biocompatible, voire psychiquement contrôlée. Elles n'utilisaient pas la matière brute, mais la forme, le son, la fréquence. La destruction de ces civilisations, souvent liée à un déséquilibre éthique ou énergétique, aurait été suivie d'un effacement systématique de leurs traces. Les savoirs ont été conservés dans certaines lignées, sous forme codée, textes alchimiques, mythes symboliques, rites initiatiques. Aujourd'hui, ces fragments reviennent à la surface,
réinterprétés par la science sans la conscience qui les accompagnait. Le progrès moderne n'est donc pas une ligne ascendante. C'est un cercle de redécouverte, souvent sans mémoire de l'origine. Ce que nous croyons inventer est ce que nous avons déjà perdu. Malgré des siècles de progrès technologiques, scientifiques et philosophiques, l'humanité semble stagner spirituellement. Les conflits se répètent, la souffrance est cyclique, les systèmes de pouvoir se renouvellent sans jamais réellement changer. Certains affirment que cela est simplement dû à la nature humaine. D'autres pensent que cette stagnation est induite, maintenue artificiellement, par des forces que l'on ne voit pas mais qui agissent à tous les niveaux de la réalité pour empêcher l'éveil collectif. Cette théorie part d'un postulat fondamental: l'être humain possède un potentiel de conscience bien supérieur à ce qu'on lui laisse croire. Ce potentiel inclut la perception directe des énergies, la télépathie, l'auto-guérison, la mémoire transincarnationnelle, l'accès à des couches de réalité non matérielle. Mais ce potentiel est bloqué par des interférences, externes et internes, qui créent un voile permanent entre la conscience humaine et sa source. Ces interférences ne sont pas seulement culturelles ou éducatives. Elles sont vibratoires, psychiques, énergétiques. Il existerait une architecture invisible, un champ ou un maillage, conçu pour filtrer la perception humaine, orienter ses pensées, limiter ses émotions, contrôler ses instincts. Ce système fonctionnerait comme un pare-feu entre l'individu et l'accès à sa véritable nature multidimensionnelle. Des traditions anciennes comme le gnosticisme, le soufisme ésotérique, certaines branches du tantrisme ou des écoles hermétiques décrivent l'existence d'entités parasitaires, parfois appelées archontes, égrégores ou seigneurs de la matrice. Ces entités ne sont pas visibles, mais elles s'alimentent des énergies humaines, en particulier celles générées par la peur, la colère, la confusion, la dépendance. Leur but n'est pas l'extermination, mais l'entretien d'un cheptel psychique stable, incapable de dépasser un certain seuil de vibration. Ces forces se manifestent aussi à travers les structures humaines, religions dogmatiques, systèmes éducatifs répressifs, divertissements compulsifs, infox médiatiques, stimulation numérique constante. Chaque élément contribue à maintenir la conscience collective dans une fréquence basse, incapable de percevoir les couches plus subtiles de la réalité. Certaines technologies modernes, loin de libérer l'humanité, renforcent ces blocages. Les réseaux de télécommunications, les champs électromagnétiques artificiels, les systèmes de surveillance mentale, les interfaces numériques permanentes participent à une déconnexion croissante entre le corps, l'esprit et la conscience élargie. L'humain devient un être fragmenté, absorbé par l'extérieur, coupé de son espace intérieur, exactement comme ses forces l'exigent. La plupart des gens ne perçoivent pas cette prison invisible car elle n'est pas imposée de l'extérieur par la force, mais générée depuis l'intérieur par adhésion. On apprend à se méfier de soi, à douter de ses intuitions, à se distraire, à obéir aux pulsions les plus mécaniques. Ce sont les barreaux d'une prison énergétique consentie, où la clé se trouve dans un espace que personne ne nous apprend à explorer, le soi profond. La libération ne viendrait pas d'un événement externe, d'un chef, d'une idéologie ou d'une révolution. Elle viendrait du déverrouillage interne de ces couches d'énergie figées, du retrait de l'attention à ce qui parasite, du souvenir de ce que nous avons toujours été. Les outils existent: méditation authentique, silence, observation du mental, pratiques anciennes, mais ils sont systématiquement marginalisés ou dénaturés. L'éveil n'est pas interdit. Il est entravé. Non pas par manque de volonté, mais par un champ d'influence subtil qui agit comme une hypnose collective depuis des millénaires. Ce champ ne tombera pas seul. Il tombera seulement si un nombre suffisant d'individus cesse d'y participer. Dans la cosmologie officielle, les trous noirs sont présentés comme des monstres gravitationnels. Des puissants fonds, nés de l'effondrement d'étoiles, où la matière est comprimée au point de disparaître dans une singularité. Rien n'en sort, pas même la lumière. Ce sont, dit-on, des fins de parcours. Mais cette vision est incomplète, et probablement fausse. Il existe une autre hypothèse, occultée ou marginalisée, selon laquelle les trous noirs ne sont pas des prisons cosmiques, mais des passages. Des portails interdimensionnels, permettant le transit d'informations, de matière,
voire de conscience d'un plan de réalité à un autre. Certains physiciens ont déjà posé cette possibilité. La théorie des trous de verre, par exemple, considère que l'intérieur d'un trou noir pourrait être relié à un autre point de l'univers, voire à un univers totalement distinct. Cette idée, bien qu'évoquée dans des contextes théoriques, reste cloisonnée dans des équations abstraites, rarement considérées comme concrètes. Pourtant, lorsqu'on combine cette vision à certains témoignages provenant de traditions spirituelles, de transvisionnaires et de récits de contacts extraterrestres, un autre schéma apparaît. Le trou noir n'est pas une fin. C'est un saut. Il agit comme un point de convergence entre différentes couches de réalité. Un nexus. Ce qu'on interprète comme une destruction est en fait un changement d'état. La matière qui y entre ne cesse pas d'exister. Elle est traduite, transmise ou réorganisée ailleurs. Il n'est pas exclu que ce processus concerne aussi des formes de conscience. Ce serait un mécanisme naturel de transition d'une dimension à une autre, intégré à l'architecture même de l'univers. Il existe une récurrence troublante dans les récits anciens et les symboles ésotériques, l'obsession du vortex, de la spirale, du trou au centre du monde ou de l'œil noir. Des dessins tribaux jusqu'aux spirales des galaxies, l'idée d'un passage central revient sans cesse. Ce n'est pas simplement une métaphore. C'est peut-être une cartographie cachée. Si les trous noirs sont des portes, alors l'univers observable n'est qu'un fragment d'un réseau plus vaste. Chaque galaxie pourrait être un nœud, chaque trou noir une jonction. Ce réseau connecterait non seulement des points dans l'espace, mais aussi des plans d'existence. Il permettrait le déplacement entre mondes physiques, éthériques, ou même des réalités construites à d'autres niveaux vibratoires. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.